Alexandre Aizé, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la gestion chez Conviction Asset Management et vous êtes également le gérant de Conviction Premium, le fonds phare de cette société de gestion, de cette boutique. Alors, la spécificité de votre fonds, c'est que c'est un fonds qui essaye de gagner en tout temps. Et vous faites de l'allocation d'actifs en fonction de données quand même de type macroéconomique. Mais est-ce que ce type d'approche, vraiment, avec une vue de long terme, fonctionne bien au jour le jour pour avoir des résultats? Alors tout à fait, c'est une très bonne question. Effectivement, ça fonctionne au jour le jour. Pourquoi? On voit depuis près de 3 ans maintenant que finalement, la direction, même à court terme de marché, est liée directement aux politiques, notamment des banques centrales. On voit très bien que des discussions, notamment de la Banque fédérale américaine, peuvent avoir des impacts extrêmement importants à court terme sur les marchés. Donc il faut absolument les prendre en compte. Deuxième chose, effectivement, c'est une vision, on va dire, à moyen terme importante, parce que lorsqu'on étudie la macroéconomie, c'est-à-dire les agrégats, notamment des banquiers qui sont utilisés par les banquiers centraux, ça vous permet de déterminer des classes d'actifs sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer dans vos investissements, tout en ayant effectivement à court terme une gestion des risques qui doit contenir le portefeuille en termes de volatilité. Mais alors ces réglages, vous les faites vraiment au jour le jour? Alors on les fait au jour le jour parce que chaque ligne dans notre portefeuille en tout cas est soumise à une gestion des risques très poussée, avec notamment des stop loss. Vous savez, on calibre effectivement les niveaux de perte de ligne au jour le jour et les niveaux effectivement d'investissement supplémentaires que nous allons avoir dans le portefeuille. Et tout ça est déterminé au jour le jour avec des éléments techniques, ce qu'on appelle de market timing ou des niveaux d'intervention. Alors ça, effectivement, ça a moins à voir avec la macroéconomie parce que c'est plutôt du timing de marché, mais on s'appuie toujours sur des décisions de nos recherches, notamment liées aux politiques monétaires. Oui, donc ils ont vraiment un poids central. Exactement. Mais votre portefeuille est très diversifié, oui, puisque vous pouvez intervenir sur pratiquement toute classe d'actifs. D'un autre côté, en ce moment, vous investissez beaucoup sur les obligations d'entreprise, ce que l'on appelle le crédit. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque de perte en cas de stress de marché? Parce qu'on a vu, lors de la faillite de Lehman, par exemple, les gens se reculaient. Et n'y a-t-il pas une dépendance? Alors, déjà, la situation actuelle fait que, quand vous regardez l'ensemble des acteurs économiques, l'acteur économique qui va bien, c'est l'entreprise. Le cash flow est au maximum et finalement, vous avez une qualité bilancielle des entreprises extrêmement importante. Quand on parle de crédit, nous, ce que l'on favorise, c'est à la fois le financement des fonds propres de banque via des obligations subordonnées qui rapportent à peu près à l'horizon d'un an, on va dire, on a des espérances de gain d'à peu près 10% sur ces actifs. Et puis, deuxième partie, le crédit high yield qui rapporte où on peut avoir une espérance de gain d'à peu près 12% sur les lignes en portefeuille que nous avons. Donc des rentabilités qui sont extrêmement importantes. On a à peu près 50% du portefeuille qui est constitué de ces actifs avec une rentabilité qui est pour nous à un an d'à peu près 10%. Alors le stress de marché, il peut exister, notamment sur des actifs qui sont des actifs crédits qui rapportent beaucoup moins de rentabilité, notamment ce qu'on appelle sur l'investment grade, c'est-à-dire les obligations d'entreprise, qui elles ont profité d'un besoin, notamment de certains investisseurs, de rentabilité, mais surtout de sécurité extrêmement importante, où là, effectivement, des flux sont arrivés de manière beaucoup trop massive. Et là, nous, on pense qu'il peut avoir un risque d'écartement, on va dire, de dégradation de ces obligations. Donc, nous sommes à l'extérieur de cette poche d'actifs. Donc, vous allez plutôt vers le haut rendement. Exactement. Non, mais malgré tout, les entreprises solides, je suppose? Évidemment des entreprises solides, mais actuellement, quand vous regardez dans la globalité, les entreprises, en fait, finalement, de manière très cynique, ont plutôt profité de la crise pour remettre en place des systèmes de rentabilité, de profitabilité au niveau des fonds propres qui sont extrêmement importantes. Donc effectivement, une qualité de l'entreprise qui, au fil du temps, va s'améliorer. Donc effectivement, on joue effectivement la qualité, mais avec la rentabilité qui nous paraît certainement très importante. Mais alors, est-ce que vous pouvez préciser un peu plus comment vous espérez obtenir le rendement? Parce que si vous parlez de rendement espéré de 10%, 12%, ce n'est quand même pas la rémunération courante de ces obligations. Alors,
Pourquoi? Parce que c'est un peu technique, mais ce sont des obligations qui vont vous rapporter, on va dire en coupon, c'est-à-dire vont vous verser un coupon d'à peu près 6-7% de rentabilité. Oui, c'est ce qui est déjà beaucoup. Ce qui est déjà beaucoup, parce qu'effectivement, beaucoup d'acteurs, notamment institutionnels, ne peuvent pas aller sur ces classes d'actifs-là, du fait notamment de leur notation qui est dégradée par rapport à des entreprises de très forte qualité. Je rappelle quand même que tout est fait actuellement pour que les institutionnels, et les banques et les assurances en premier lieu, puissent investir dans des obligations d'État parce qu'il faut bien financer les déficits de l'État. Donc effectivement, c'est quand même une partie des acteurs qui vont plutôt aller sur des rémunérations extrêmement faibles, mais parce qu'ils sont, on va dire, obligés, enfin, entre parenthèses, évidemment, entre guillemets, d'investir dans ces classes d'actifs-là. Bien. Alors, en dehors des obligations de crédit, quelle classe d'actifs aimez-vous bien en ce moment ? Actuellement, effectivement, on aime deux autres classes d'actifs. Dans le processus économique, dans le processus macroéconomique que l'on a mis en place, effectivement, on voit bien que l'entreprise et les entreprises sont plutôt saines et qu'on est quand même dans un univers de croissance mondiale. Hein. Je rappelle que les émergents vont croître à peu près 6% en moyenne l'année prochaine. Et donc, on va favoriser effectivement les actions. Les actions, oui, mais attention, les actions sont extrêmement volatiles et on voit qu'en ce moment, il y a des chocs. Donc, on va investir avec parcimonie en faisant beaucoup de stock picking. On a à peu près une vingtaine de % d'actions en portefeuille actuellement. Et puis, autre actif que l'on privilégie, parce que dans une période où les taux vont rester extrêmement bas pendant très longtemps et avec des volontés, notamment des banquiers centraux, de relancer l'inflation, en fait, ça vous donne ce qu'on appelle des taux. Un petit peu d'inflation. Oui, mais la volonté, en tout cas affichée, on l'a vu encore dans le dernier FOMC aux États-Unis, il faut relancer l'inflation parce que quand il faut rentrer en déflation, vous ne vous en sortez jamais. Effectivement, on a l'exemple japonais, oui. Mais tout sera fait pour ne pas rentrer en déflation. Je rappelle que quand vous pensez que les prix vont baisser l'année d'après ou demain, eh bien, vous repoussez tous les investissements. Pour acheter. Vous ne consommez plus, vous repoussez tous vos investissements. Donc effectivement, vous tombez dans une trappe dont vous ne pouvez plus sortir. Donc priorité à l'inflation, donc priorité au taux réel, c'est-à-dire les taux moins l'inflation, très faibles, voire négatifs. Et là, c'est extrêmement favorable à l'or ou aux métaux précieux, parce que finalement, l'or qui est une matière première sans rémunération, en fait, n'a plus finalement de concurrence, puisque en fait, les actifs à court terme ne rapporteront plus rien. D'accord. Et pour l'or, vous attendez quel niveau de... Oh, il n'y a pas véritablement des niveaux. On parle effectivement, il y a quelques analyses qui parlent de niveaux de 20-25% au-dessus des cours actuels, donc au-dessus de 1350 dollars l'once. On peut aller extrêmement haut. De toute manière, en fait, sur les matières premières, vous ne pouvez pas avoir véritablement de niveau d'intervention puisque vous n'avez pas de cash flow sur lequel vous positionnez pour faire vos calculs de valeur intrinsèque. Il n'y a pas de rendement. Finalement, il n'y a pas de rendement. Il y a un moment, effectivement, il faudra sortir de l'or parce qu'une bulle est en train de se créer, effectivement. Mais l'or peut valoir peut-être dans quelques années 800 comme il peut valoir 2000. Le tout, c'est d'être extrêmement réactif et de ne pas se laisser trop entraîner dans la bulle pour perdre de l'argent. On a vu dans les années 80 l'or qui était monté extrêmement haut pour redescendre comme une pierre. Et chuter comme une pierre. Donc on voit ces phénomènes de bulle. Encore une fois, les taux réels sont favorables, les taux réels très bas sont favorables à ces matières premières et tant que les taux réels sont bas, effectivement, on peut avoir une certaine sérénité sur l'or et la bulle ne fait que commencer. Hein. D'accord. Mais d'où l'intérêt d'utiliser les services de gérants comme vous, parce qu'effectivement, cela peut bouger très vite. Alexandre Aizé, je vous remercie d'avoir répondu aux questions du Journal des Finances. Merci.